Bienvenue au cœur du conflit, le podcast pour décrypter, comprendre et gérer vos conflits avec stratégie. Avec Karine Gava et le cabinet Resolveco, votre expert en gestion de conflits, conseils, coaching et médiation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur du conflit. Aujourd'hui, un conflit d'héritage entre un frère et ses deux sœurs. Comment ce qui ressemblait à un désaccord juridique a révélé des blessures bien plus profondes, des loyautés silencieuses et un blocage qui n'avait rien à voir avec les biens eux-mêmes. Et quelque chose que l'on sous-estime souvent dans ce type de conflit, le silence sur l'argent lui-même, et ce que ce silence produit quand il explose. Dans cet épisode d'Au cœur du conflit, nous allons mettre en lumière les différents niveaux d'un conflit successoral, le niveau juridique, le niveau psychologique individuel, le niveau relationnel et le niveau systémique familial. Je vous donnerai à la fin une action concrète pour commencer à désamorcer la situation avant qu'elle ne soit irréversible si vous vous trouvez dans un contexte similaire. Si vous êtes en conflit ou si le sujet vous intéresse, écoutez jusqu'au bout. Vous y trouverez des clés essentielles. C'est parti. Alors, aujourd'hui, j'accueille quelqu'un que j'ai accompagné pendant quelques mois dans une situation de conflit familial autour d'un héritage. Bien sûr, pour préserver son anonymat, je l'appellerai donc Laurent. Laurent, donc déjà, bonjour et merci d'être là. Oui, bonjour Karine. Déjà, merci à vous. Oui, c'était important pour moi de pouvoir en parler parce que pendant longtemps, j'ai cru que j'étais le seul à vivre en fait quelque chose d'aussi figé, aussi incompréhensible. Et ce mot que vous venez d'utiliser, figé, c'est souvent le premier mot que j'entends dans ce type de situation. Alors, commençons par le début. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement comment ce conflit a démarré ? Oui, alors au départ, c'est lié au décès de nos parents, ma mère d'abord, puis mon père, à 2 ans d'intervalle. Donc, en fait, il y avait une maison familiale, un appartement, des comptes bancaires, des placements. Bref, j'ai envie de dire une succession avec, je sais pas, moi je dirais une complexité habituelle. Et en fait, on est 3, moi et mes 2 sœurs. Voilà. Donc, on a été chez le notaire, les choses ont commencé à se préciser, et puis là, très vite, il y a eu des désaccords sur la répartition. Vous dites des désaccords sur la répartition. C'est important de comprendre sur quel terrain juridique vous étiez. Mais avant ça, je voudrais vous poser une question qui peut sembler étrange. Est-ce que dans votre famille, l'argent était un sujet dont on Pas parlait ? du tout, pas du tout. C'était même exactement l'inverse. En fait, on n'en parlait jamais. Mon père, il disait que ça ne se faisait pas. Parler de ce qu'on gagnait ou de ce qu'on possédait. Voilà. Et puis, non, disons qu'on savait qu'il y avait une maison que mes parents avaient mis de côté, mais les chiffres, les montants, les intentions de répartition, enfin, jamais un mot. Alors, c'était tabou. Et puis, de toute façon, c'était comme si nommer l'argent, parler du décès, c'était déjà, en fait, faire quelque chose de mal, précipiter, en fait, les parents dans la tombe. Ah, et ce n'est pas une particularité de votre famille. C'est culturel, éducatif, parfois religieux. L'argent est l'un des 3 grands tabous de nos sociétés, avec en fait la mort et la sexualité. Et il se trouve que dans un conflit successoral, les 3 finalement, ils se croisent un peu en même temps. Le deuil est là, l'argent surgit, et tout ce qui n'a jamais été dit doit soudainement être dit, en présence d'un notaire, dans un délai légal, alors que le chagrin est encore frais. Et ce silence, en fait, que vous décrivez, ça produit un effet très précis, en fait. Quand le sujet émerge, il arrive chargé de tout ce qui s'est accumulé sans jamais être nommé. Personne n'a le vocabulaire partagé pour en parler. Personne n'a pratiqué. Et la première conversation financière sérieuse dans une famille, qui n'en a jamais eu, en fait, elle n'est pas vécue comme une conversation.
C'est vécu comme une confrontation. Oui, c'est exactement ça. En fait, on n'avait aucun langage commun pour ces questions. C'était comme si on nous demandait tout à coup de courir un marathon presque sans jamais avoir fait de sport, quoi, quelque chose comme ça. Alors racontez-nous, comment ça s'est passé chez le notaire? Le notaire, oui, nous a expliqué la réserve héréditaire. En fait, c'est la part que la loi garantit en fait à chaque enfant, quoi qu'il arrive, et l'histoire de la quotité disponible, ce que le défunt ou les défunts en fait pouvaient attribuer librement. Donc mon père, il avait fait une donation de son vivant à l'une de mes sœurs, en fait, pour l'aider à acheter son appartement. Voilà, c'était, oui, la sœur préférée. Et la question centrale, c'était, est-ce que cette somme rentrait dans le calcul de la succession? Est-ce que c'était une avance sur héritage à rapporter? Ou est-ce que c'était un don, en fait, hors succession? Donc vous étiez sur un terrain juridique très précis. Rapport à succession, réserve héréditaire, calcul de la masse successorale, des questions techniques qui ont des réponses techniques. Exactement, et moi je pensais vraiment qu'on allait trancher ça avec le notaire et avancer. Mais en fait, c'est pas du tout, mais absolument pas ce qui s'est passé. Racontez-nous. Oula, c'est arrivé très vite. Mes sœurs, elles ont commencé à dire que je voulais les léser. En fait, que je profitais de la situation, que je n'étais pas honnête. Et là, franchement, j'ai décroché, quoi. Parce que pour moi, je posais des questions légitimes et je voulais vraiment comprendre, en fait, ce qui était dû à chacun selon la loi. Mais pour elles, en fait, ça a été vraiment une attaque. Et là, quelque chose de fondamental se produit. On va s'arrêter sur ça parce que vous venez de décrire ce que j'appelle un glissement de niveau. Et c'est précisément ce qui transforme en fait un désaccord en conflit. Vous étiez sur le niveau juridique et factuel. Des questions de droit, des chiffres, un notaire, une procédure. Et vos sœurs, elles avaient déjà basculé ailleurs. Elles n'entendaient plus une question juridique. Elles entendaient une accusation, une remise en cause de leur place, de leur valeur, en fait, dans cette famille. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, en fait, que je voudrais juste signaler. En fait, c'est une dynamique très particulière autour de l'argent dans ce type de conflit. En fait, comment dire, ça a un nom. C'est la logique du jeu à somme nulle. En fait, on a la conviction souvent que ce que l'autre prend, je le perds. Que si je gagne quelque chose, c'est forcément au détriment de l'autre. Et dans une succession, en fait, où la taille du gâteau, elle est fixe, effectivement, cette logique, elle s'active très facilement. Ce que vous proposiez, aussi légitime que ce soit sur le plan juridique, c'était automatiquement lu comme, en fait, il cherche à prendre, il manœuvre. Et parce que s'il lui gagne, c'est moi qui perds. Oui, et ça, je pouvais pas le voir sur le moment. Je me disais, mais en fait, pourquoi elles réagissent comme ça? Je fais que poser des questions et... en plus des questions légales, là, je leur prends rien. C'est exactement le piège. Quand on est sur le niveau juridique, on croit que les faits parlent d'eux-mêmes. Mais dans un conflit familial autour d'un héritage, les faits ne parlent jamais seuls. Ils sont toujours chargés d'une histoire. Et cette histoire, elle remonte bien avant le décès des parents. C'est là qu'on entre dans le niveau systémique. Comment cette famille fonctionnait-elle avant ? Quelles étaient les alliances, les loyautés, les rivalités silencieuses ? C'est quelque chose qu'on a exploré ensemble. Et en fait, c'était une découverte. Parce que je me suis rendu compte que cette question de donation, pour mes sœurs, elle réveillait quelque chose de beaucoup plus ancien. Le sentiment, en fait, oui, que mon père, il avait finalement des préférés, et que c'est pas toujours ce qu'on croit. Voilà, que certains enfants avaient été plus aidés, plus vus, plus soutenus que d'autres. Et que la maison familiale, elle représentait quelque chose de, en fait, oui, symboliquement égalitaire. Et toucher à sa répartition, c'était... menacer cette égalité-là, entériner certaines choses, quoi. Je sais pas. Voilà, et c'est une constante dans les conflits successoraux. Ce n'est plus comment on répartit ses biens, c'est qui comptait vraiment pour qui dans cette famille, qui a été reconnu,
Qui a été sacrifié? Les conflits d'héritage sont particulièrement intenses parce qu'ils se déroulent au moment exact où les parents ne sont plus là pour arbitrer, où les rôles que chacun jouait s'effondrent, où chaque enfant doit se redéfinir, en fait, sans le regard parental. C'est une crise, en fait, de structure familiale, quasiment dans tous les cas. Et en fait, cette crise de structure familiale, c'est pas seulement une dispute autour d'un bien. Et la donation, par exemple, dans ce contexte, elle n'était pas restée silencieuse par hasard. Dans une famille où on ne parle pas d'argent, une aide financière de cette taille n'a jamais été expliquée, mise en contexte, discutée. Elle était restée là comme quelque chose un peu de secret, de flottant. Et le silence autour de l'argent dans les familles, ça produit exactement ça. C'est des interprétations non vérifiables qui vont se solidifier en certitude. Si votre père avait dit à l'époque « jette ta sœur parce qu'elle en a besoin maintenant et si vous en avez besoin, vous aussi je serai là », peut-être que la donation elle aurait été vécue autrement. J'en sais rien, mais comme rien n'a été dit, en fait, chacun a comblé le silence avec ses propres peurs, s'est raconté une histoire et s'est raconté cette histoire pendant des années. Ces peurs, elles étaient là depuis longtemps. Hein. Ah oui. La succession, elle a juste, en fait, tout fait remonter d'un coup. Et moi, je voudrais vous poser une question sur vous, Laurent. Quel était votre propre rapport à l'argent dans tout ça? Est-ce que vous aviez une façon particulière de le voir, de l'aborder? Oui, pour moi, l'argent, c'était un outil neutre. Enfin, un chiffre, c'est un chiffre. Les règles, elles existent, elles sont claires, on les applique. Je comprenais pas pourquoi, en fait, et c'est comme si ça devenait si compliqué. Pour moi, rester dans les faits, justement, en fait, ça protégeait, justement, de tout ça. Et c'est une croyance sur l'argent. Une croyance très répandue chez les personnes qui ont un rapport, en fait, confortable avec les chiffres et les procédures. L'argent, il est neutre, les faits sont neutres, restons dans le rationnel. Ce n'est pas faux dans l'absolu. Mais dans une relation, dans une famille, dans un conflit, l'argent n'est jamais neutre dans la façon dont il est vécu. Et vos sœurs, elles avaient une croyance opposée. Tout aussi héritée d'ailleurs. Parler d'argent, c'est dangereux. Ça amène des conflits. Mieux vaut ne pas nommer les choses. Et ces deux croyances, en fait, elles venaient de la même famille, du même silence. Et pourtant, elles produisaient des comportements diamétralement opposés face à la succession. Vous dans le factuel, elle dans la résistance. Et les deux croyances se heurtaient sans que personne sache vraiment pourquoi. Les neurosciences, elles le montrent aujourd'hui. Nos croyances sur l'argent ne sont pas des opinions neutres. Elles orientent notre comportement et nos comportements à notre insu. En fait, une croyance répétée, ça s'installe comme une certitude. Et ça conditionne nos réactions, avant même qu'on ait réfléchi. Les conversations sur l'argent finissent toujours mal. Dans notre famille, c'est une pensée qui va préparer l'escalade avant même que la conversation ait commencé. Et j'ai eu un moment, mais alors très concret, où j'ai vu ça. Une de mes sœurs m'a envoyé un message, mais alors très court, très froid, sur la valorisation de la maison. Elle voulait en fait qu'elle soit estimée au plus haut. Ma première réaction, c'était de lui répondre immédiatement avec des chiffres, une contre-expertise, des arguments. Et puis j'ai attendu. Et qu'est-ce que vous avez compris en attendant ? Que derrière la question de valorisation, il y avait autre chose. La valeur de la maison, pour elle, c'était la valeur de ce que ses parents avaient construit. Et minimiser ce montant, c'était minimiser leur vie. C'était plus un chiffre, quoi. C'était un peu comme un hommage. Oui, on va pas brader ça, vu les efforts que les parents ont faits. Et là, vous avez changé votre réponse ? Complètement. Au lieu de lui opposer une contre-expertise, je lui ai dit, je comprends que cette maison, elle représente beaucoup pour toi. Et pas seulement financièrement. Et je voudrais qu'on trouve une façon de l'estimer qui soit juste pour tout le monde et qui respecte ce qu'elle représente. Et oui, en fait, c'était la première fois que je parlais pas en chiffres. J'avais pas envie de parler d'autre chose, mais bon. Et c'est là que quelque chose a commencé à bouger.
Ce que vous aviez fait, en fait, sans le savoir, c'est exactement ce qu'il faut faire dans toute conversation financière difficile. Avant de proposer, accueillir ce que l'argent représente pour l'autre. Pas les chiffres, ce que les chiffres portent. Cette séquence, elle n'est pas intuitive. Elle va à l'encontre du réflexe de vouloir régler les choses vite. Mais elle est déterminante. Et j'ai aussi compris en travaillant avec vous que je n'avais jamais vraiment préparé mes conversations financières avec mes sœurs, quoi. Je débarquais avec des propositions sans avoir vérifié si elles étaient prêtes à entendre quelque chose. Sans avoir laissé, en fait, l'espace pour ce que ça allait déclencher, en fait, chez elles. C'est exactement ça. Une conversation autour de l'argent dans un conflit, ça ne s'improvise pas. Ça se prépare. En fait, pas seulement sur le fond, qu'est-ce que je veux dire, mais aussi comment est-ce que l'autre va probablement l'entendre. Qu'est-ce que ça risque de déclencher. Et comment est-ce que je vais accueillir ce que ça va provoquer avant de chercher une solution. C'est une séquence en 3 temps. D'abord, préparer ce qu'on veut dire et comment. Ensuite, accueillir l'émotion que ça déclenche chez l'autre, chercher à la neutraliser. Et seulement ensuite s'orienter vers une solution ensemble. Le problème, c'est que la plupart des gens sautent directement au 3e temps. Et ils se retrouvent à proposer des solutions à quelqu'un qui n'est pas encore en état, en fait, de les entendre. Enfin bon, moi, la psy, c'est pas trop pour moi, j'ai pas envie trop d'avoir ces conversations, mais voilà, quoi, je devais vérifier, quoi, qu'elles étaient prêtes à entendre quelque chose. Et moi, en tant qu'aîné, en fait, j'avais une position particulière, en fait, dans cette fratrie. Et ce qui compliquait, en fait, encore les choses. Dites-nous en plus. Quelle était cette position ? J'avais souvent été celui qui gérait, qui organisait les démarches administratives, les décisions pratiques, les urgences. D'ailleurs, je sais pas si c'est parce que voilà, je suis le frère, l'homme, parce que je sais pas, c'est mon père en fait qui m'a mis là-dessus. Voilà. Et du coup, j'avais pris l'habitude d'aller vite, de proposer des solutions. Donc, face à la succession, j'ai fait pareil. J'ai rassemblé les documents, posé les questions au notaire, fait des propositions concrètes. Et comment c'était reçu ? En fait, très très mal. J'allais j'allais arnaquer. Voilà, ils le vivaient en plus comme si je prenais vraiment le contrôle, comme si je décidais à leur place, alors que pour moi, je rendais service, quoi. C'est un schéma qu'on retrouve très souvent dans les familles. Et il est lié à la fois à la dynamique systémique du groupe et à quelque chose de psychologique, en fait, individuel. C'est la question de l'intention perçue. Votre intention, c'était de faciliter. Mais vos sœurs, elles ont perçu tout autre chose. Et dans un conflit, c'est toujours la perception qui détermine la réaction. Pas l'intention. Jamais l'intention. Il y a aussi quelque chose en fait que je voudrais nommer ici parce que c'est important en fait pour comprendre ce qui se passait en fait du côté de vos sœurs, leur difficulté à formuler des positions financières claires, à poser leurs demandes sur la table. Ce n'était pas seulement de la résistance ou de la peur du conflit. Il y a une dimension historique très concrète en fait. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas toujours pu ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. En tout cas, c'était pas possible, je crois. Avant 1965. Et puis, en fait, il y a une 60aine d'années. Donc, la génération de vos parents, elle a grandi dans ce contexte. Et cette mémoire-là, en fait, ça peut se transmettre, même inconsciemment. Donc, avoir le droit de réclamer sa part financièrement, de nommer ce qu'on veut, d'exiger une répartition précise, ça peut rester pour certaines personnes associé à quelque chose finalement d'illégitime, d'agressif, de hors de leur rôle. Je dirais que c'est pas vraiment une faiblesse, c'est un héritage, oui, de la société et peut-être un héritage aussi familial. Je n'avais jamais pensé à ça, mais ça éclaire quelque chose. Parce que ce n'est pas qu'elle ne voulait rien. En fait, c'est qu'elle ne savait pas comment le dire directement. Ou peut-être, je sais pas, moi, qu'elle
qu'elle s'y autorisait pas, je sais pas, moi, ce qui bloquait. Exactement. Et dans ce vide, elle réagissait à vos initiatives, en fait. Et chaque initiative, elle était lue à travers la logique à somme nulle. S'il propose, c'est qu'il y gagne quelque chose. Donc forcément, je perds. Oui, ça m'a mis en colère vraiment au début, hein. Je trouvais ça, oui, profondément injuste. Je faisais un effort, et en fait, j'étais mal interprété en permanence, accusé, enfin... Oui, et là, vous avez commencé à penser que vos sœurs étaient de mauvaise foi. Franchement, oui, je me disais, mais c'est pas possible, quoi, elles déforment tout. Elles choisissent de voir les choses de travers, quoi, elles le font exprès. On va s'arrêter sur cette notion, parce que la mauvaise foi, c'est la conclusion à laquelle arrivent presque tous ceux, en fait, que j'accompagne. Elle est presque toujours inexacte. Ce qu'on prend pour de la mauvaise foi, c'est en réalité un mécanisme de protection psychologique très puissant. Vos sœurs, elles ne choisissaient pas consciemment de déformer la réalité, elles se protégeaient. Alors de quoi? De la douleur d'une double perte, d'abord leurs parents, et maintenant le risque de perdre quelque chose de plus précieux encore que des biens. C'est leur récit familial, leur version de l'histoire de cette famille, la signification qu'elles avaient construite sur qui elles étaient finalement dans ce système. Oui, et c'est ce que j'ai compris après. Sur le moment, je me disais, mais pourquoi elles réagissent comme ça? Et justement, donc quand on a travaillé ensemble, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette compréhension? Le fait de comprendre que ce n'était pas le désaccord le problème, mais ce que ça représentait. Pour elles, la maison, ce n'était pas juste un bien. C'était vraiment un lien avec nos parents, une histoire, une forme de reconnaissance, en fait, et elles avaient l'impression, en fait, que je prenais ça. Donc on passe d'un objet concret à quelque chose de beaucoup plus profond, une question d'identité, une question de place, une question de reconnaissance. Et là, on n'est plus du tout, en fait, dans un conflit technique. Oui, et ça change tout. Parce que moi, je continuais à proposer des solutions. Et comment elles étaient reçues? Très mal, elle disait que je voulais imposer, que je cherchais à les coincer, alors que je pensais faire avancer les choses. C'est exactement ce qu'on retrouve dans beaucoup de conflits. En fait, vous proposez des solutions et l'autre, il entend une menace. Parce que ce qui est en jeu, en fait, n'est pas la solution, mais ce que la situation, en fait, lui fait vivre. À un moment, on a aussi parlé de mauvaise foi. Dans un autre registre, vous m'avez dit que vous pensiez que vos sœurs déformaient tout sciemment. Mais il y a quelque chose que je veux préciser. Comprendre que ce n'est pas de la mauvaise foi ne veut pas dire, en fait, valider ce qu'elles font. Ça permet de ne pas réagir de la même manière, de ne pas aggraver, en fait, la situation. Oui, parce que moi, plus j'insistais, plus ça se bloquait. À un moment, on a évoqué la médiation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, une de mes sœurs, elle a refusé, mais catégoriquement. Elle a dit que c'était hors de question et que si on avait quelque chose à régler, en fait, on le réglait devant le tribunal, quoi. Et là, je veux marquer une pause importante. Un avocat, un notaire, un juge, ils traitent les faits. La conformité avec la loi, les contrats, les droits. C'est leur terrain et ils le font très bien. D'accord? Mais c'est le monde des preuves. En fait, c'est sur les faits et les faits qui sont documentés. D'accord? La procédure judiciaire, c'est ça que ça traite. Elle ne traite pas la relation. Elle ne traite pas le silence sur l'argent qui a duré des décennies. Elle ne traite pas le sentiment de ne pas avoir compté. Elle ne traite pas le récit figé. Ce sont deux champs d'intervention différents. Et si on les confond, en fait, on risque de régler le problème juridique en aggravant profondément le problème humain. Oui, on a vu ça autour de nous, des familles qui avaient obtenu gain de cause devant le tribunal et voilà, qui ne se parlaient plus jamais. Donc la procédure, elle avait tranché les droits, mais le lien, lui, en fait, il était mort, quoi. Oui, et quand votre sœur a refusé la médiation, ce n'était pas de la mauvaise volonté, c'était de la peur. En fait, entrer dans un espace avec un tiers neutre pour parler de tout ça, dans un état de conflit intense, c'était cumuler en fait deux menaces. La confrontation directe, en fait, et le sujet le plus chargé qui soit, c'était l'argent.
Et donc, elle a préféré le tribunal, parce que le tribunal, il cadre, il délimite, et il ne demande pas, en fait, de s'exposer. Il demande de prouver, pas de se dire. Pour elle, en fait, entrer en médiation, c'était se mettre en danger, risquer que ses paroles soient utilisées contre elle, perdre le contrôle. Il y a aussi une confusion fréquente, en fait, que je dois nommer. Certaines personnes, quand elles entendent médiation dans un contexte successoral, elles pensent à la médiation judiciaire. C'est-à-dire qu'un médiateur qui est désigné par le tribunal dans un cadre procédural. En fait, et à cause du mot judiciaire, en fait, ces personnes, elles vont arriver en combattantes. C'est exactement l'opposé, en fait, de ce qui rend la médiation efficace. La médiation volontaire, c'est un espace confidentiel. Ce qui s'y dit n'est pas transmis au tribunal. C'est pas un juge déguisé. C'est un espace pour que les gens, en fait, puissent se parler autrement. Et ça demande, en fait, une certaine sécurité psychologique préalable. Oui, je me rappelle, et c'est l'une des premières choses que vous m'avez dites quand j'ai évoqué ce refus. C'était pas le bon moment. Oui, et c'est là qu'on touche à quelque chose de central. Il y a une séquence optimale dans le traitement d'un conflit. C'est pas une idée abstraite, hein, c'est très concret. Dans votre situation, la priorité, en fait, elle était d'abord de clarifier le cadre juridique. Ensuite, j'ai envie de dire, c'est pas pour trancher, mais c'est en fait pour informer, pour que chacun sache exactement ce que la loi prévoyait. Parce que l'incertitude juridique, elle alimente la méfiance. Et la méfiance autour de l'argent, dans une famille qui n'en a jamais parlé, c'est particulièrement facile à activer. Une fois que tout le monde comprenait les mêmes notions depuis la même source neutre, une partie de l'angoisse pouvait se réduire. C'est seulement sur ce sol plus stable que le travail psychologique et relationnel, en fait, devenait possible. Et c'est ce qu'on a fait. On a organisé un point d'information avec le notaire, pas pour trancher, pas pour décider, en fait, juste pour informer. Et le premier effet, c'est que mes sœurs ont compris que ce que je demandais, eh bien, c'était prévu par la loi, que ce n'était pas une invention, que je ne cherchais pas à les dépouiller. Et ça, en fait, ça a produit quelque chose de surprenant. En fait, une légère, décrispation. Et merci à vous, vous m'aviez expliqué, en fait, l'influence, justement, du tiers, du fait de prendre le temps, etc. Parce qu'une fissure s'était ouverte, en fait, dans le récit figé. Il veut nous léser, en fait, avait reçu une information qui ne collait plus tout à fait avec lui. Et ça, c'est le début de quelque chose. On a aussi travaillé sur votre façon de communiquer. Donc, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Beaucoup de choses. Et heureusement, en fait, que vous étiez là, parce que pour moi, comment dire, ça, c'est sûr, je serais jamais allé voir. Vous m'aviez dit, bon, il y a aussi les psychologues, tout ça, qui peuvent s'occuper de ça. Mais bon, jamais je serais allé en voir un. Alors qu'avec vous, finalement, j'ai compris. Hein, déjà, j'ai arrêté de vouloir convaincre. J'ai commencé à clarifier mes intentions, à éviter certaines confrontations directes, à choisir mes moments. Bon, pas facile, hein, mais... Et puis surtout, j'ai arrêté de répondre à tout. Notamment, je ne répondais plus immédiatement aux messages qui me mettaient en fait hors de moi, parce que mes premières réponses dans ces moments-là, elles étaient défensives, parfois agressives, sans que je le réalise vraiment, quoi. Et quand vous attendiez, qu'est-ce qui changeait? J'ai compris que je pouvais relire le message de ma sœur différemment, et parfois, ce que j'avais perçu comme une attaque, c'était en réalité de la peur. Une demande maladroite, en fait, d'être entendu. Ça a énormément changé de choses, ça. Donc vous avez changé de niveau d'intervention. Vous n'étiez plus uniquement sur les faits et les arguments, mais sur la perception, la sécurité, la relation indirecte. Et c'est ce déplacement-là qui a commencé à produire quelque chose. Il y a eu des rechutes aussi. Oui, plusieurs, parce que c'est pas facile. Puis des messages mal interprétés, des silences qui inquiétaient tout le monde. Une réunion, je dirais, qui avait bien commencé puis qui a déraillé, parce que l'une de mes sœurs a cru entendre une menace dans quelque chose, en fait, que j'avais dit innocemment, quoi, et on maîtrise pas. Hein. Et c'est normal. Un conflit ne se dénoue jamais en ligne droite. Et c'est pour ça que le travail stratégique sur la communication est aussi important, en fait, que la compréhension du conflit lui-même.
On peut avoir tout compris et tout faire capoter en fait en répondant à un message sous pression, fatigué, sans avoir pris le recul nécessaire. Et je veux revenir d'ailleurs sur la médiation. Parce que vous m'avez dit en fait qu'il y avait eu une évolution. Oui, plusieurs mois plus tard. Après ce travail de fond, l'une de mes sœurs a accepté qu'on essaie une rencontre en fait avec un tiers, où en fait bon, on l'appelait pas comment dire médiation parce que ce mot en fait, je sais pas, ça lui faisait encore peur. Mais elle a accepté en fait une réunion avec quelqu'un de neutre, qui ne soit pas le notaire en fait, ni l'avocat. Et c'est très révélateur, hein. La médiation, c'est pas un interrupteur qu'on allume en fait ou qu'on éteint. C'est un processus et parfois, en fait, on y arrive par étapes. Parfois, le mot lui-même doit être habillé différemment pour que l'autre puisse y entrer sans se sentir coincé. Ce qui compte, c'est la réalité de l'espace, la confidentialité, la neutralité du tiers, la liberté de chacun de s'exprimer sans que ça soit utilisé contre lui. Pas l'étiquette qu'on lui donne. Oui, et cette rencontre a eu lieu, et quelque chose s'est dit là qui n'avait jamais été dit, en fait, en 20 ans de vie familiale. Vous pouvez nous dire ce que c'était ? L'une de mes sœurs, elle a dit pour la première fois qu'elle avait eu l'impression toute sa vie d'être moins soutenue que les autres. Et que la donation à sa sœur, elle l'avait en fait vécue comme une confirmation de quelque chose qu'elle portait depuis l'enfance. Donc elle était la moins aimée et que la succession pour elle, en fait, c'était finalement la dernière chance que quelque chose soit reconnu. Oui, et là, on est au cœur de tout. C'est ça le vrai sujet. Pas les biens, pas les chiffres, la reconnaissance. L'argent n'était que le porteur. Et tant que ce niveau-là n'était pas accessible, aucun accord sur les montants n'aurait tenu. Parce qu'on aurait signé un document sur les biens, tout en laissant intact ce qui blessait réellement. Et ce qui m'a frappé en fait dans ce moment, c'est que ma réponse à moi a été différente. Parce que j'avais travaillé. Et voilà. Et j'ai pu l'entendre en fait sans me défendre. Si vous voulez, parce que voilà, vous m'avez préparé, enfin, etc. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça d'instinct. Et voilà, j'ai pu dire, je ne savais pas que tu vivais ça comme ça. Et ce n'était pas en fait une capitulation. Avant, je l'aurais entendu comme ça. Mais en fait, voilà, avec du travail, avec vous, justement, je me suis dit, voilà, en fait, c'était une vérité, quoi. Et c'est exactement ce qui permet à un récit figé de commencer à se transformer. Pas une grande scène de réconciliation, pas un accord spectaculaire. Juste, l'autre entend quelque chose d'inattendu. Et ça crée une ouverture minuscule, mais réelle. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui ? Bon, la réponse honnête, c'est pas complètement résolu. Voilà, la succession, elle est en cours de règlement. Le cadre juridique, il est à peu près stabilisé. Voilà, les relations sont apaisées, pas guéries, mais disons assez apaisées, pour qu'on puisse se parler, prendre des décisions ensemble, pas avoir la peur au ventre chaque fois qu'on doit se rencontrer. Et puis là, pour la première fois en fait depuis des années, on est capable d'aborder des questions d'argent entre nous, sans que ça tourne immédiatement en fait à l'affrontement, parce que encore une fois, déjà moi j'ai réussi à faire un travail de recul. Et c'est déjà une transformation profonde. Parce que dans un conflit familial, l'objectif n'est pas toujours de tout résoudre. Parfois, l'objectif réaliste, c'est de créer suffisamment de stabilité pour que les gens puissent continuer à vivre ensemble. Et dans le cas d'une fratrie, ça veut dire rester une famille. Même imparfaitement, même avec des cicatrices. Oui, et ce que j'ai compris, en fait, c'est que ce conflit, il avait toujours eu lieu, parce qu'il portait des questions, en fait, qui n'avaient jamais été posées. Et le décès de mes parents, en fait, il a tout fait remonter à la surface. Ah, vous m'aviez dit, c'est très fréquent, mais... Et notamment, en fait, cette question de l'argent. On n'avait jamais appris à en parler. Et en fait, quand la vie, elle nous y a forcé, on savait pas comment faire. C'est une façon très juste de le formuler. Les conflits d'héritage sont des révélateurs. Ils ne créent pas les blessures, ils les mettent au jour. Et le silence sur l'argent, c'est l'un des terrains les plus fertiles pour ces blessures-là. Je veux conclure en m'adressant directement à ceux qui nous écoutent. Si vous êtes dans un conflit familial autour d'un héritage ou dans tout conflit durable qui semble figé, voilà ce que j'aimerais en fait que vous reteniez. Premier point, un conflit à plusieurs niveaux simultanés.
le niveau juridique où on clarifie les droits et les obligations, le niveau psychologique individuel où on comprend ce que la situation active en chacun, y compris les croyances héritées autour de l'argent, le niveau relationnel où on observe comment les parties s'alimentent mutuellement, et le niveau systémique où on voit comment l'histoire de cette famille, et notamment son silence sur l'argent, a construit ce conflit bien avant qu'il explose. Ces niveaux ne sont pas en concurrence, ils sont complémentaires, mais ils ne se traitent pas avec les mêmes outils, et pas dans n'importe quel ordre. Le deuxième point, c'est un avocat, un notaire, un juge, ils traitent les faits. La médiation, elle traite la relation. Ce sont deux champs différents, deux missions différentes. Les confondre, c'est risquer de rater les deux. Les articuler intelligemment, dans le bon ordre, c'est ce qui produit des résultats durables. D'ailleurs, beaucoup de juristes et d'avocats que j'ai rencontrés ont choisi de se former, à la posture de médiateur. Et leur connaissance du droit, loin d'être un obstacle, c'est une richesse finalement. Ils vont comprendre le cadre dans lequel ils opèrent et ce que la médiation peut faire là où le droit ne peut pas aller. Le troisième point, c'est si vous êtes face à quelqu'un dont le récit semble figé, il n'entend plus vos arguments, qui interprète tout comme une menace, n'essayez pas de convaincre. Cherchez d'abord à comprendre ce que ce récit protège. Et si l'argent est au centre du conflit, posez-vous cette question avant d'entrer en conversation. Qu'est-ce que l'argent représente pour cette personne? Pas les chiffres, ce que les chiffres portent. Et voici l'action concrète que je vous invite à faire cette semaine. C'est prendre une feuille. En haut, vous écrivez « Quand je pense à l'argent dans ce conflit, ce qui me vient d'abord, c'est… » et écrivez sans filtrer. Puis vous faites le même exercice en vous mettant à la place de l'autre. Quand il ou elle pense à l'argent dans ce conflit, ce qui lui vient probablement, c'est… Cet exercice, il fait deux choses simultanément. Il met au jour vos propres croyances héritées sur l'argent et il vous force à sortir de votre récit pour entrevoir celui de l'autre. Ce n'est pas une solution, c'est un début. Et souvent, c'est là que tout commence. Ouais, je confirme. C'est l'un des premiers exercices qu'on a fait ensemble et c'était inconfortable. Parce que j'ai réalisé que je m'étais jamais vraiment demandé ce que l'argent représentait pour mes sœurs. Moi, je l'ai lu, juste comme de la résistance, pas comme une histoire. Merci Laurent, pour votre honnêteté, pour votre générosité, dans ce témoignage, et pour avoir accepté de partager quelque chose d'aussi personnel, finalement, pour que d'autres puissent en bénéficier. Merci à vous. Et si ça peut aider, une seule personne à ne pas rester bloquée comme je l'étais, c'est déjà pas mal. C'est même presque amplement suffisant. Si vous sentez que votre conflit a atteint ce niveau de complexité, que les questions d'argent y jouent un rôle central, et que vous n'arrivez pas à démêler tout ça seul, n'hésitez pas à nous contacter chez Rezovco. Nous proposons donc des accompagnements personnalisés en conseils en gestion de conflits, coaching et médiation, qui vous aident à faire cette analyse finalement en profondeur, comprendre à quel niveau se situe vraiment le blocage et intervenir au bon endroit, dans le bon ordre. Pour plus d'informations, il y a le site www.rezovco.fr. Et si vous avez des questions, des situations dont vous aimeriez qu'on parle, dans un prochain épisode, écrivez-nous. Vos questions nourrissent notre réflexion. C'était Héritage, rupture familiale et l'argent qu'on n'a jamais su dire. Un épisode d'Au cœur du conflit. Pour aller plus loin, retrouvez la transcription de cet épisode et d'autres ressources sur notre site www.rezovco.fr. Merci de votre écoute. À très bientôt et prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur du conflit, le podcast qui révèle les angles morts de vos conflits. Pour aller plus loin et débloquer vos situations complexes, retrouvez tous nos accompagnements sur www.rezovco.fr. Rezovco, votre cabinet spécialiste en gestion de conflits, conseils personnalisés, coaching stratégique et médiation pour vos situations professionnelles, familiales et personnelles. Si cet épisode vous a apporté des clés de compréhension et des outils, abonnez-vous et partagez-le. Vos questions et vos situations sont les bienvenues. Au cœur du conflit, un podcast Rezovco.